Bonjour Grécia et Claude, comment ça va? Venez-vous-en avant de vous faire manger par Maya. Pas besoin de saler. Merci de nous recevoir avec toi dans ta belle maison saine, André. Maison exemplaire. Je suis venu la visiter à quelques reprises et je sens que tu es très cohérent avec ton propre enseignement. Ah, la cohérence, on y travaille. Il manque juste la neige ou le soleil aujourd'hui. Oui. Ouais. Et tu as une longue feuille de route, toi, dans les maisons saines, qui a débuté dès la fin de tes études, je crois. Oui, moi j'ai étudié en journalisme après Sciences Po. J'ai fini un diplôme de deuxième cycle à Concordia et j'ai abouti à la Gazette à l'été 88. J'ai été reporter tout l'été, pigiste à l'automne et à la fin 89, j'ai travaillé pour 5 ans, pendant 5 ans pour Habitabec, un hebdo gratuit que plusieurs ont connu. Et puis c'est là que j'ai développé une spécialité en maison saine, qui est un concours que la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, a lancé en 90. Et c'est ça, 89-90 à temps plein sur l'impact de la maison sur notre santé et sur l'environnement, avec un accent assez fort sur l'efficacité énergétique. Souvent, les gens pensent que c'est contradictoire, mais si on construit des maisons très étanches, très isolées, mais bien ventilées, avec des matériaux sains, pas de moisissure, pas trop d'électrosmog, il y a moyen d'être en santé dans des maisons qui coûtent très très peu cher de chauffage. Et donc, depuis 25 ans que tu travailles dans le domaine, quelle évolution tu vois? Est-ce que tu vois des tendances? Ben là, c'est les tendances aux mini-maisons, évidemment, mais heureusement, grâce à la cohabitation, entre autres, il y a eu R2000, il y a eu Nouveau Climat, et puis là, avec LEED, ce qui est formidable avec LEED, c'est que vraiment, tous les aspects de la maison saine, véhiculés par la SCHL depuis 25 ans, sont tenus en compte. On a des points qui sont accordés. Tout n'est pas obligatoire dans LEED, mais ça a vraiment fait évoluer énormément les choses côté matériaux sains, l'emplacement de la maison, proximité des services, transport en commun, des choses comme ça. Alors, c'est certain que ben là, c'est le gros débat. Est-ce qu'on va vivre à la campagne ou en ville? Hein? Il faut densifier nos villes, c'est clair, pour réduire le transport, l'étalement urbain, tout ça. Mais bon, moi, je suis un pollueur, alors je vis à la campagne. Mais non, je travaille ici. Alors ça, c'est une des grosses tendances, évidemment, le travail à domicile. Il n'y a aucune maison qui est parfaite, on n'a pas à avoir honte de personne, on fait le maximum. Mais la grosse tendance, je pense que là, c'est l'abordabilité du logement, la salubrité des logements, même les coûts d'énergie. En 2014, Hydro a débranché 71 000 foyers. C'est un record et puis ça va en augmentant. Pourquoi? Ben parce que les gens sont de plus en plus endettés. La situation de l'emploi est quand même précaire. On n'est pas en Europe, évidemment. Mais c'est pas facile ces temps-ci. Puis le coût de l'énergie, c'est le gros débat. Hein? Ça a augmenté de 20% en 7 ans, le coût de l'électricité au Québec. Moi, j'ai rien contre les hausses du tarif de l'électricité si on fait de l'efficacité énergétique et que les factures diminuent. Alors, c'est ça qui est vraiment la clé, c'est que c'est pas normal que la facture d'électricité dépasse l'inflation année après année, quand on a 49% des Québécois qui vivent d'un chèque de paie à l'autre. C'est un des chiffres sortis par Statistique Canada. On ne roule pas sur l'or. Et puis, il ne faut pas toujours dépendre à tous les niveaux de l'État, mais l'État a un rôle à jouer, évidemment, au niveau de l'abordabilité du logement et la santé. Dans ton éditorial, tu faisais mention que c'était préférable, que c'était plus avantageux de construire des nouvelles maisons saines et abordables, bien isolées, que de rénover les habitations existantes, je crois. C'est que certains bâtiments, ça va coûter tellement cher que ça va être difficile de tout rénover vraiment aux normes d'aujourd'hui. C'est extrêmement coûteux de ce côté-là. C'est sûr qu'on peut les rendre plus étanches, mieux isolés. Quand tu arrives à changer les fenêtres, ça coûte une fortune. Il y a une autre chose, Claude, c'est que c'est pas une question de taper sur les riches, mais il y a des iniquités sociales. C'est-à-dire que les subventions pour les programmes de rénovation, écologiques ou non, sont toujours utilisées par la classe moyenne supérieure et la classe supérieure. Les pauvres, ils n'ont pas les moyens d'investir dans la rénovation de leur maison ou de leur logement.
Donc, c'est pas juste, là, les gens qui ont les moyens de se payer la géothermie n'ont pas besoin de subventions en général, comprends-tu? L'autre chose, c'est qu'au niveau des tarifs d'électricité, quand on va en Californie, par exemple, je pense qu'ils ont 8 paliers différents. Alors, plus tu consommes, plus tu payes. Il faut faire attention avec ces paliers-là parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas riches, qui vivent dans des logements mal isolés, pas étanches, qui consomment comme des très grosses maisons. Donc, il y a moyen de faire une analyse pour voir à quel seuil est-ce qu'on pourrait charger plus cher pour s'assurer que là, on attrape les gens qui chauffent dehors pour faire fondre la neige, par exemple, dans leur entrée, comprends-tu? Parce que c'est pas parce que quelqu'un consomme beaucoup d'électricité qui gaspille, qui a les moyens. C'est parce qu'il n'y a pas les moyens de rénover pour consommer moins d'électricité. Oui, le vent passe dans les murs, c'est ça. Donc, c'est une des choses que François Tanguay, l'ancien directeur de Greenpeace Québec, qui vous appuie, mon ami François, qui est aussi un ancien régisseur à la Régie de l'énergie, connaît bien ces dossiers-là. Alors, si lui recommande qu'on change la structure tarifaire, ben, on devrait l'étudier effectivement. Parce que, là, on l'a vu, là, les gouvernements commencent à comprendre qu'il y a moyen d'aller chercher un petit peu plus de contributions chez les riches, les plus nantis, disons, c'est pas tous des millionnaires, mais puis on parle pas d'évasion fiscale, mais si tu as les moyens de faire fondre la neige dehors, tu as moyen de payer un peu plus cher. Il y a un expert américain qui a expliqué un jour que quand quelqu'un reçoit une subvention pour isoler son grenier, il n'y a pas de politicien qui vient couper de ruban rouge comme quand un barrage est inauguré. Donc, c'est pas très sexy l'efficacité énergétique parce qu'on ne le voit pas vraiment. Et c'est pas... disons que les consommateurs vont moins contribuer aux caisses électorales aussi que les firmes de génie. Hein? Il y a des visions de société quand même pour créer de la richesse. Produire de l'énergie, ça crée de la richesse. Sauf que faire de l'efficacité énergétique, ça crée 4,5 fois plus d'emplois par million de dollars investis dans les grands barrages. Ça, c'est une étude faite au début des années 90. Jack Sims, là, qui est cité plusieurs fois. Et même en termes d'activité économique, c'est plus de 6 fois plus d'activité économique par dollar investi en efficacité énergétique par rapport à la production d'énergie. Ce chiffre-là est d'une étude plus récente. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas faire plus d'investissement parce que aussi, ça va jouer, comme je disais, sur la santé des gens. Il y a un problème, on le voit aux États-Unis, plus les villes s'appauvrissent, les citoyens, les villes s'appauvrissent, plus c'est délabré et plus il y a de la vermine et des maladies, des choses comme ça. Puis c'est rendu qu'il y a des endroits à New York et autres où les gens doivent choisir en hiver entre manger ou se chauffer. Est-ce qu'on veut s'en venir là un jour? On est loin d'être là au Québec, heureusement. On a fait des très bons choix avec l'hydroélectricité. Merci à René Lévesque d'avoir contribué à tout ça et à Robert Bourassa. Mais on a des surplus, on n'arrive pas à les écouler, puis on a des gens à s'occuper ici. Il faut exporter l'énergie en surplus, mais il faut s'occuper des gens moins nantis. Et c'est vraiment inacceptable dans la société qu'on ne s'occupe pas de ces personnes-là qui n'arrivent pas à payer leur compte d'électricité. On approche du 10% des Québécois qui doivent prendre des ententes avec Hydro-Québec pour étaler leur paiement. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver l'argent s'ils sont déjà endettés. Je pense, autour de 40% des gens qui sont techniquement insolvables parce qu'ils ont plus de dettes que d'avoirs. Alors, on a un sérieux problème. Puis, l'État a quand même un rôle à jouer là-dedans pour corriger ces inéquités sociales, comme je disais, les subventions et puis les tarifs qui sont structurés pour favoriser plus. Je soutiens vraiment votre cause parce que je sais que vous êtes sincère, vous êtes là pour protéger l'environnement avant tout, aider les gens qui n'ont pas les moyens de vivre dans des maisons écologiques, accéder à la propriété. Mais surtout, ce que j'aime, c'est votre concept, parce que c'est comme un hybride. Vous amenez les infrastructures comme les promoteurs. Il y a un esprit un peu comme les écovillages, mais ce n'est pas des écovillages. C'est vraiment des gens qui vivent en privé, mais qui vont partager un lieu, qui peuvent travailler sur place, qui peuvent... Même vous avez rendu des grands services, vous avez fait même travailler aux premiers clients qui ont acheté des terrains chez vous. Vous créez de l'emploi local, l'achat local et tout ça. Puis vous voulez retirer les terrains de la spéculation. En tout cas, c'est toutes des choses extraordinaires.
On entend parler de ça, les profs d'université en parlent depuis des années, mais vous le faites. Et c'est pour ça que j'appelle les Québécois à vous encourager, parce que c'est vraiment ça. Il ne faut pas attendre qu'il y ait 50 maisons sur ce domaine-là, parce que les terrains risquent de se vendre d'ici là. Les promoteurs attendent juste ça, surtout dans le Laurentide, dans le canton de l'Est, ailleurs. Les derniers beaux terrains, c'est très important de les retirer du marché de la spéculation le plus vite possible, parce que sinon, ça va être des rues pavées partout, puis des clapboards en vinyle, et on va continuer à reproduire le même modèle avec des maisons trop grosses, à faible efficacité énergétique et qui sont souvent malsaines d'ailleurs.